Jeudi 12 novembre à Paris s'est tenue la conférence de la chaire immobilier et développement durable organisée par Ingrid Napichoulet. Elle a porté sur le thème de la ville face au numérique. Ainsi, spécialistes de l'économie numérique et grands acteurs du secteur immobilier ont apporté leur point de vue. Le thème de cette conférence de l'ESSEC, c'était ville et numérique. Pouvez-vous nous faire une petite introduction de cette conférence? Alors en fait, cette conférence suit notre enquête annuelle que nous avons portée sur la ville et le numérique et le regard de la jeune génération, celle qu'on appelle Y, par rapport au numérique dans la ville. Et elle anticipe la parution de notre cahier numéro 4, à paraître en février 2016, sur la ville et le numérique. Ce qu'on a voulu regarder, c'est comment la nouvelle économie, l'économie du numérique, les start-up, toute cette économie émergente, on voit que ça représente aujourd'hui 5% du PIB, que c'est 20, je veux dire, ça contribue à 25% de la croissance économique. Comment ces nouvelles entreprises, ces jeunes start-up, vont-elles changer la ville, vont-elles changer l'industrie de l'immobilier? Donc, quel est le lien entre cette économie numérique et les nouveaux territoires qui leur sont dédiés? Donc, on n'a pas voulu faire une conférence sur le numérique, les objets connectés et l'immobilier. On n'a pas voulu faire une conférence sur la digitalisation du secteur immobilier. On a voulu regarder au niveau de la production de la ville en quoi ces nouveaux acteurs vont changer la métamorphose, enfin, vont contribuer à la métamorphose des grandes métropoles et vont changer la ville. Ce qui est quand même marquant, c'est qu'on voit dans notre enquête auprès de cette génération jeune, c'est que plus de la moitié souhaitent que leur ville accueille des activités et des entreprises liées au numérique. On le voit, la multiplication des métropoles, des agglomérations avec le label French Tech, on voit qu'elle a un moteur essentiel du dynamisme urbain et de l'attractivité des villes. Quels grands enseignements retenez-vous de cette table ronde? Alors, on a voulu cette table ronde un peu comme une conférence prospective. On n'a pas du tout voulu que ce soit une conférence professionnelle. Et donc, on a eu 3 invités de renom qui sont venus, qui ne sont pas du monde de l'immobilier à proprement parler, du monde de l'aménagement, du monde du numérique, monde universitaire. Et on a voulu la réaction de nos 3 partenaires, donc à savoir BNP Paribas, Estate, Postimo et Foncière des Régions, sur ces thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est justement le regard de ces partenaires. On voit bien qu'on est face à une demande nouvelle. Thierry Laroupon nous a quand même clairement montré que c'est une bonne proportion de la demande placée aujourd'hui. On voit également que ça suppose une adaptation au niveau du bail juridique, au niveau des besoins, de la flexibilité des locaux, donc de toutes nouvelles problématiques à la fois architecturales, à la fois juridiques. Et puis également, on voit bien avec d'Antran Postimo, que ça contribue également aux enjeux d'innovation de grands groupes comme celui de la Poste, qui réfléchit à ces métiers, aux nouveaux métiers. Et donc on voit bien que tout ce monde de la nouvelle économie accompagne à la fois les grandes entreprises, qu'elles soient cotées ou non, et qu'elles ont des besoins de locaux qui soient flexibles, adaptatifs, qui répondent aux attentes aujourd'hui d'une jeune génération qui souhaite rester en centre-ville. Et là encore, je reviens sur l'enquête qui le montre très clairement. La jeune génération veut travailler en centre-ville. Donc voilà, c'est l'idée, on n'a pas la réponse aujourd'hui. C'est comment concilier tous ces besoins, toutes ces attentes. Et je dirais les 2 temps. On ne veut pas les opposer, mais ils sont quand même là. Le temps long de l'aménagement, de l'urbanisme, le temps moins long de l'investissement immobilier, ou en tout cas du montage de l'opération. Et le temps très court, une adaptation très, très rapide de ces jeunes startups qui évoluent à une vitesse grand V et puis qui disparaissent ou qui, au contraire, deviennent des grands groupes. Quel poids immobilier représente l'industrie du numérique aujourd'hui? Un poids de plus en plus important, puisque si on fait un bilan pour ce qui concerne la France, on est à 15% de la demande placée qui vient de l'économie numérique, c'est-à-dire à peu près 400 000 mètres carrés. Alors il y a encore du grain à moudre pour le futur, puisque si on benchmark par rapport à Londres c'est 25% de la demande placée. Donc c'est porteur d'espoir. Et quelles sont les demandes immobilières des startups? Comment consomment-ils l'immobilier? Alors une des idées reçues consistait à dire ils consomment de la petite surface en bail précaire dans le centre de Paris. On se rend compte que non, puisque si on regarde par exemple la répartition géographique de la demande numérique, c'est principalement en Île-de-France sur Paris intramuros pour des raisons évidentes de captation et de rétention des talents. Et ils consomment à peu près 1500 mètres carrés moyens par implantation, plutôt des locaux qui sont des locaux neufs. 48% des transactions portent sur du neuf, multiservice, avec un rapport au temps qui est très différent par rapport à l'économie classique. Et en termes d'engagement?
Alors en termes d'engagement, je dirais qu'il y a un sujet pour les toutes nouvelles startups, puisqu'en fait la startup ensuite devient scale-up et ensuite si elle a de la chance, elle devient licorne, c'est-à-dire ceux qui, comme les GAFA, pèsent plusieurs milliards de dollars. Mais le chemin est un petit peu long, donc je dirais qu'il faut un petit peu plus de flexibilité au niveau juridique pour ces startups et une des solutions peut être la mise en place de locaux type coworking. C'est la raison pour laquelle nous avons notamment signé avec Regus un accord de partenariat pour pouvoir accueillir ces startups au sein de Regus. Voilà. Parlons maintenant un petit peu de BNP Paribas. Quel est l'impact du numérique dans les process chez vous? On a créé une direction d'innovation qui travaille véritablement avec l'ensemble du directoire et les patrons métiers sur le numérique. Nous, on considère effectivement que c'est un gisement de croissance considérable pour le groupe et on est en train de le tester en temps réel sur 2 appels d'offres. Un, on vient de répondre à l'appel d'offres XXL qui vise à créer 280 000 m² d'espaces tertiaires résidentiels, coworking, Fab Lab, Food Loft à Marseille. Et deuxième test en temps réel, l'appel d'offres à projet innovant de la ville de Paris où nous avons répondu sur 4 des 23 projets. Et nous avons essayé d'avoir vis-à-vis aussi bien de la ville de Paris que de Marseille, je dirais une vision tout à fait innovante de l'offre de services immobilières. Qu'est-ce que Microsoft CityNext? Alors, Microsoft CityNext est l'initiative que nous avons lancée pour accompagner le développement des villes numériques, donc aider les villes dans leur transformation, que ce soit au niveau de leurs infrastructures, donc comment repenser le logement, l'immobilier, le transport, l'énergie, etc. pour faire face finalement à, d'une part, l'augmentation de la population dans les villes et puis les attentes aussi des citoyens, des entreprises, des startups qui souhaitent se développer, s'installer dans ces villes, donc demain plus intelligentes ou plus numériques. Et quels sont les enjeux de Microsoft face à cette ville du numérique? Alors nos enjeux, ils sont bien évidemment, comme je le disais, d'accompagnement d'un écosystème. Donc Microsoft n'a pas vocation à développer lui-même des villes numériques, mais bien d'aider l'ensemble des écosystèmes acteurs de cette transformation. La ville d'abord, bien sûr, les acteurs de l'immobilier, les entreprises, les citoyens également, et donc d'aider les startups, par exemple, à s'implanter, à se développer. Nous leur mettons à disposition de la technologie. Nous avons fait une annonce très récente de mise à disposition donc, au travers de technologies cloud, big data et de compétences mises à disposition pour ces startups, pour les aider à se développer et à accélérer également leur activité et leur business en les mettant notamment en relation avec des entreprises dans des logiques de hackathon, de démarche pour aussi que l'économie numérique ne se développe pas que avec des nouvelles startups, mais bien qu'elle embarque aussi les entreprises plus traditionnelles qui ont elles aussi aujourd'hui le besoin de se transformer du fait de l'arrivée du numérique. Alors, vous savez bien que vous parliez du hackathon, vous avez effectivement accompagné... C'était Louis Vuitton, effectivement, sur un hackathon. Et on a vu dans votre vidéo, un codeur qui disait « j'ai changé une ligne de code et en fait, c'est ça qui change tout ». Est-ce qu'il y aurait une ligne de code chez Microsoft à changer qui changerait tout pour répondre à cet enjeu du numérique, de la ville numérique ? Je crois que c'est cette notion d'écosystème ouvert. On a beaucoup parlé de culture lors de cette conférence aujourd'hui, de transformer cette culture qu'on a parfois un peu d'égo en France à une culture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus de prise de risque, d'écoute des autres et d'apprentissage des autres. Eh bien, pour moi, l'exemple de cet hackathon Louis Vuitton, il est complètement représentatif de cela. C'est vraiment mettre les gens en contact, les mettre en relation et fertiliser ensemble, créer ensemble dans cette logique d'innovation ouverte. Si on fait ça, je pense qu'on a vraiment toutes les chances de notre côté en France pour développer et accélérer l'économie numérique. Alors qu'est-ce que vous appelez la Y Valley ? Alors, la Y Valley, c'est un nom que j'ai créé pour représenter cet axe de villes qui finissent en Y, essentiellement le long du RER B, avec Antony, Châtenay, Massy, Orsay, etc. Il y en a d'autres, il y a Cergy, le long du RER C, si ma mémoire est bonne. Et cette vallée a tout ce qu'il faut pour être une Silicon Valley. Elle a absolument tout ce qu'il faut, d'excellentes écoles, d'excellents étudiants, des gens qui veulent créer des entreprises. Le hardware est là, le software manque. La culture, la mentalité, l'envie de prendre des risques et surtout d'échouer manque aujourd'hui. Donc la Y Valley, pour moi, c'est un hardware qui n'a pas de système d'exploitation. Alors un campus doit être, selon vous, la vitrine du futur. Quels sont les freins du campus à la française ? C'est clair qu'on ne trouvera pas de bâtiment plus axé vers le futur qu'un campus. Il n'y a pas d'architecture qui évoque le futur plus qu'un campus. Et de ce point de vue-là, le campus doit vraiment être audacieux. Le campus ne doit pas être tourné vers le passé. Le campus ne devrait même pas utiliser des méthodes architecturales uniquement du passé. Le campus devrait être le lieu où l'on utilise, par exemple, des matériaux et des méthodes architecturales du futur et pas du passé.
Stéphane Defaille, bonjour. Alors, quelle place pour le numérique aujourd'hui à Bordeaux? Alors Bordeaux, c'est aujourd'hui une des métropoles en France qui produit le plus de nouvelles entreprises dans le numérique par habitant. Donc c'est une réalité très forte et surtout c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la tête que simplement dans la technologie, même si l'université est puissante. C'est d'abord une attitude par rapport à l'entrepreneuriat qui est décoiffante et très étonnante quand on débarque à Bordeaux. Alors, vous mettez en avant l'objectif d'être indépendant par rapport aux deniers publics. Quelle forme cela prend-il, surtout pour un EPA? Alors, effectivement, pour une structure publique, afficher cet objectif, ça peut paraître surprenant. C'est d'abord un principe de réalité. Aujourd'hui, l'argent public est une espèce en voie de disparition. Et il faut que cet argent public soit concentré sur des activités régaliennes qui, par nature, ne sont pas des activités rentables. Quand on parle du développement du territoire, si on est réellement bon, si on arrive réellement à créer de la valeur, mais on va créer une valeur dont une partie est captable. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement une indépendance par rapport au financement public. C'est aussi une manière de pouvoir garantir tous les partenaires privés de nos opérations, que nous irons au bout, que nous ne sommes pas dépendants finalement d'une décision d'arbitrage entre telle ou telle dépense. Donc c'est pour nous un point très très important pour le développement à long terme du territoire. Dang Tran, bonjour. La Poste est un grand utilisateur. Quel impact a le numérique tant dans la recherche immobilière que dans son utilisation au quotidien? Alors la Poste, vous l'avez dit, c'est un grand utilisateur. C'est aussi une grande entreprise de services qui a 7 siècles. Le numérique aujourd'hui impacte absolument tout le monde, y compris une entreprise qui a 7 siècles d'histoire. Il nous impacte dans nos métiers traditionnels, hein, c'est-à-dire que le service à la population, le transport, le e-commerce, mais il nous impacte également dans les nouvelles façons de travailler. Hein. Nous avons également effectivement 270 000 salariés, une bonne partie effectivement occupe de locaux tertiaires, et on voit aujourd'hui très concrètement les conséquences du numérique dans les nouvelles façons de travailler vers plus de collaboratifs, hein, vers plus de formes nouvelles hein, de gestion de télétravail. Hein, et donc ce sont des enjeux qu'on voit de manière extrêmement concrète dans le projet Village La Poste actuellement qui est mis en œuvre, hein, le déménagement du siège de La Poste, hein, de Vaugirard vers ici les Moulineaux.